Dessalines bon. disait aux soldats que vous n'avez rien à perdre que en essayant, tentez. Et Dessalines a effectivement réhabilité tout un pan de la population mondiale de l'époque, 500 000 esclaves. Et ces gens ont donné des exemples au niveau de la Caraïbe, au niveau de l'Europe, au niveau du monde civilisé de l'époque. Donc nous, avec Dessalines, avons aboli l'esclavage. Mais malheureusement, l'enseignement de Dessalines n'était pas poursuivi ou n'est pas poursuivi par les élites conscientes de la nation. Et quel est pourquoi? Parce que malheureusement, je le répète, Haïti, de 1804 à ce matin, à part de rares exceptions, n'a jamais été dirigé, administré, géré par des patriotes conscients. Est-ce que je suis toujours en ligne? On m'écoute Oui, toujours? c'est bon. Oui, oui. Je répète que malheureusement, il y a eu toujours des poches de résistance. Il y a eu toujours des poches de gardiennage, des poches idéologiques se constituant en gardiens de la pensée dessalinienne qui l'ont rendu immortel. Mais ces poches de résistance ont influencé sporadiquement l'histoire nationale pour se l'imposer. Mais malheureusement, elles ont toujours fait face aux contingences actuelles ou aux contingences de l'actualité. Par exemple, le professeur Morin m'écoute. Depuis quelques années, Dieu soit loué, grâce au discours que nous prenons pour réhabiliter Jean-Jacques Dessalines, j'ai eu de mon vivant cette satisfaction que tous les penseurs et idéologues n'ont pas toujours, de voir leur prédication, leur message et leur enseignement devenir réalité. En prenant la réhabilitation de Dessalines, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, au niveau des chaires de l'Université d'État d'Haïti, à l'Université Haïti Internationale que j'ai fondée, à l'Institut des hautes études, partout, faculté d'ethnologie, droit, etc. Eh bien, j'ai la satisfaction de voir un mouvement Dessalines, mouvement Petit Dessalines, s'élever dans le Nord. Je dis, waouh, c'est bien. Et puis, il y a une ligue dessalinienne dans le Sud avec l'ancien sénateur Fortuné. Et puis, dans l'Ouest, un mouvement dessalinien avec le sénateur Delpé. Donc, avec ces trois moments, je me suis dit, bon, il paraît que j'enseigne, je prêche, je parle, j'éduque, pas en vain. Et lorsque, dernièrement, il y a quelques 2 ans ou 3 ans, j'ai entendu le sénateur Moïse Jean-Charles dire « Nous ne l'avons eu qu'en 1950. » C'est en 1959 qu'on a eu le premier petit livre d'histoire d'Haïti pour nos élèves, et c'était par procure des frères de l'instruction chrétienne. Donc, l'histoire d'Haïti, malheureusement, a été jusque-là confisquée. Donc, pas besoin d'où, dans le milieu protestant qui rentrent dans le pays, ils vont suivre le courant des élites ou le courant aligné sur la posture gouvernementale qui était toujours un petit peu embarrassée avec Dessalines. On aimait mieux Toussaint Louverture, on aimait mieux la méthode louverturienne, parce que Toussaint Louverture prônait le dialogue avec le colon et il ne voulait pas vraiment une indépendance totale de la colonie de Saint-Domingue. Il voulait que Saint-Domingue devienne un département d'outre-mer, une sorte de Commonwealth. Le mot était de Toussaint Louverture. Il faut que les Anglais invitent les anciennes colonies à une sorte de fédération. Voilà. Donc Dessalines n'est pas enseigné. C'est tout récemment qu'on a commencé à honorer la pensée de Dessalines grâce à cette jeunesse aujourd'hui qui est en rébellion et grâce aux réseaux sociaux, grâce à la communication sociale qui prend de l'ampleur. Désormais, on ne peut plus mentir sur Dessalines.
Voilà, professeur, il y a une préoccupation. Je pense que je ne suis pas le seul. Donc, il y a aussi professeur et maître Senatus et euh, qui a posé une question et qui a rapport à cette préoccupation qu'on a et qui vient justement de la façon dont vous campez. Donc, et les deux personnages, vous avez dit qu'il y a, bon, en fait, il y a possible, il y a oser donc camper Dessalines et Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas oser camper Dessalines et Jésus-Christ. C'est des personnages. Alors que il y a Dessalines qu'on considère comme libérateur et Jésus, lui aussi, libérateur. Donc, chacun a sa façon. Donc, à sa méthode. Vous l'avez bien donc souligné. Vous voyez. Mais je m'adhère à la formulation, donc à la question de Jean-Léo Senatus. Pourquoi cette mise en garde? Ne pas essayer de comparer l'incomparable, c'est oser. Quand il nous donne un moyen de vivre, d'expérimenter, d'être témoin de la révolution de Staline par rapport à celle de Jésus, qui n'est que virtuelle et spirituelle. Donc, il y a comment donc, n'y a-t-il pas là une escroquerie intellectuelle profitable à l'occidentalisation de notre croyance? Alors, en fait, si vous voulez un petit peu reformuler la question maintenant, et qui allait dans toute une série d'approches qu'on fait, bon, ce qui est intéressant, on parlait d'une série d'institutions qui t'a supposé garante de réhabiliter la mémoire de Staline, parmi donc l'Église, l'école, donc institution de l'État, il n'y a pas fait. Et souligner l'Église. Souligner en premier donc l'Église, parce que ou estimer que travail ça li pas fait et pour justement dire que bon malaise, on gêne pour que il parle de Dessalines peut-être avec façon avec méthode que utilisée pour le ballon indépendance, bon malaise, bon gêne. Mais maintenant, donc, comment on est capable de faire dépassement par rapport à tous ces malaises, tous ces gènes, pour que nous capables de revenir avec Dessalines et réhabiliter mémoire. Et je dis encore, une façon qu'on a parlé de réconciliation, reconnaissance, il est important pour que nous réintégrer Dessalines dans l'histoire, nous, et pour que nous capables, donc, voilà, donc, travail sur Christ que nous connaissons. Bon, écoutez, on doit s'intéresser à ce que j'ai toujours appelé l'évolution des idées dans une société comme la société haïtienne. J'ai eu à 21 ans à écrire un mémoire sur la révolution cubaine et l'évolution des idées en Amérique latine. Dans cet ouvrage de 257 pages, j'ai prôné le changement à partir de l'évolution de l'accompagnement des idées dans la société. Mais c'est parce que j'étais inspiré du travail qui peut se faire dans toute société. Mais quand dans une société, tel courant d'idées est considéré comme anathème et tel courant d'idées considéré comme profitable, élogieuse, et sont loués, encadrés, et on en fait la promotion. Mais c'est tout à fait normal. L'enseignement, par l'éducation, par l'instruction, par l'enseignement général, et même les choses ne sont pas enseignées, ces valeurs ne sont pas enseignées grâce au contrôle social, mais c'est tout à fait normal que tôt ou tard, vous allez avoir un type, un produit fini. Et le prototype que vous avez qui est fini, c'est le type d'homme qui sera l'amour du dialogue, de la compassion, ou bien qui veulent réhabiliter la pensée du père fondateur de la patrie. Si l'école n'a pas pris en charge l'enseignement de Dessalines, l'enseignement sur Dessalines, eh bien, comment vouloir que ce soit une institution à elle seule comme l'Église qui puisse se charger de perpétuer l'enseignement Dessalines? Nous pouvons faire un travail idéologique au niveau de l'Église.
c'est de ressusciter ou de contextualiser, de actualiser la vie, la pensée de Dessalines enseignée dans les églises. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que Oui. Dessalines est un héros. Mais si ceux qui dirigent le pays, qui contrôlent l'économie, qui gèrent le contrôle social, soit à travers les médias, à travers les écoles, à travers les institutions de diffusion d'informations, ne réhabilitent pas Dessalines, alors il revient à des gens comme vous, comme nous, comme ce matin, ces jeunes qui nous écoutaient, de dire, écoutez bien, nous allons créer des poches de résistance à cet embrigadement, à cette confiscation de l'histoire, pour prôner, comme volontaire dessalinien, la mémoire de Jean-Jacques Dessalines, tout comme les chrétiens l'ont fait pendant des siècles pour réhabiliter le nom de Jésus. Aujourd'hui, personne n'ose dire que Jésus n'a pas existé. Jésus a existé grâce au courage de 12 hommes et par la suite de 1000, de 3000 et des milliers et de tout un pays. Écoutez, allez pour voir l'histoire de la ville de Genève. Mais l'histoire de la ville de Genève, c'est l'histoire d'une conquête protestante. C'est l'œuvre des protestants, naturellement, par la guerre, les armes, par des assassinats, des meurtres. Mais la ville de Genève est fondée par des protestants. Le courant protestant a gagné l'Europe parce qu'il y a eu des gens qui n'avaient pas peur de mourir pour leurs convictions. Alors il faut commencer par créer des poches de transmission, des poches de transmission de la pensée dessalinienne, de l'idée dessalinienne, de jeunes gens qui adhèrent à accepter Dessalines d'abord et à faire, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, vous parlez de déconstruction, très bien. Eh bien, il faut une certaine déconstruction, de déanathématiser le nom de Dessalines, de désataniser Dessalines, de réhabiliter sa mémoire, de le faire présenter comme un grand et le plus grand des révolutionnaires de son temps et introduire Dessalines dans les églises. Introduire Dessalines dans les missions, introduire Dessalines dans les cours et tribunaux de la République, ne pas ridiculiser quelqu'un qui est fier de son appartenance dessalinienne, ne pas non plus l'indexer comme étant un extrémiste. Il faut normaliser l'enseignement de Dessalines pour que vous puissiez faire œuvre de mémoire et de réhabilitation. Voilà ma réponse à la question. Dessalines est honni méprisé parce que ceux qui maintiennent les pouvoirs dans une société, je parle de la famille, de l'école, de l'église, je parle de la gouvernance politique, je parle de ceux qui détiennent les finances, je parle des poches d'argent, je parle de ceux qui ont les finances et les économies entre les mains, je parle de ceux qui maintiennent les crédits, qui distribuent les crédits, eh bien, ils ont considéré que Dessalines était un personnage honni et que c'est pas toujours sage, c'est pas prudent. Dessalines ne devrait pas être introduit dans les salons, dans ces salons-là. Et ils ont créé immédiatement des des intellectuels organiques pour propager le message anti-dessalinien, l'extrémisme dessalinien, et même parler de la révolution haïtienne comme étant la révolte de la canne. La révolution haïtienne, jusqu'à mon époque, dans les années 70, on enseignait dans les écoles que la révolte de la canne comme un chapitre de la révolution haïtienne. On ne parlait pas de la révolution haïtienne, on parlait de la révolte de la canne, ou bien de la révolte de Saint-Domingue, ou bien de la révolution de Saint-Domingue. Heureusement que nous avons influencé une tranche saine de la jeunesse, parmi lesquels on a des hommes comme Winel Senatus, comme Maître Morin et tant d'autres qui sont devenus des grands, qui nous ont dépassés aujourd'hui et qui prônent l'enseignement et l'application dans la politique du dessalinisme, un dessalinisme intégral. Moïse Jean-Charles qui a besoin d'un encadrement idéologique. Et une fois, je suis allé moi-même lui offrir cet encadrement, car il l'a accepté lorsqu'il a dit « Je vais visiter ». Dessalines va visiter Pétion. Et comment? Notre sénateur va visiter Pétion avec des drapeaux bleu-rouge. Eh bien, je suis allé au quartier général du parti
de Petite Dessalines à Delma, comme il ne l'a pas dit, moi je suis obligé de le dire. Il me dit, sénateur, je suis un peu embarrassé. Il dit, comment maître? Vous êtes mon conseiller? Il dit, non, non, sénateur, je ne suis pas venu chercher le rôle d'être votre conseiller. Je suis votre ami, je vous ai admiré au Parlement, je vous vois très fier parler de Dessalines comme homme du Nord, bravo. Mais Dessalines n'a rien à voir avec le drapeau bleu-rouge avec lequel vous allez visiter Pétion. Pétion était l'assassin de Dessalines. C'est le créateur du drapeau bleu-rouge. Il l'a créé en 1807 après la bataille au cours de la bataille de Sibert, car les deux troupes, les troupes de Christophe et les troupes de Pétion, avaient les mêmes fanions militaires, les mêmes drapeaux. C'était la bataille de Vertières en 1807 que Pétion a changé les couleurs nationales de noir et rouge en bleu et rouge. Je lui ai donné le conseil. En vérité, il l'a accepté. Et depuis lors, vous avez vu Petite Dessalines arborer dans ses passages, dans ses manifestations, le drapeau noir et rouge. Donc, parfois, comme professeur, comme enseignant, nous ne prêchons pas en vain lorsque nous faisons des actes, nous posons des actes comme ceux que j'ai posés auprès du sénateur Moïse Jean-Charles. Mais il a besoin de l'encadrement des Morins, des Sénatus, et d'autres collègues encore pour lui dire, écoutez, il y a des discours qu'on ne tient pas. De même qu'il y a des lettres qu'un intellectuel n'écrit pas. Il y a des discours qu'on ne tient pas quand on se sent appelé à un destin national. Voilà, je m'arrête là. D'accord. Sénateur Senatus. Il y a d'autres questions dans le chat, mais sénateur. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, professeur Février. Un plaisir de vous avoir ce matin. Alors, eh bien, c'est un privilège pour moi aussi. Voilà. Ma question. Alors, l'objectif même, je salue l'objectif de cette rencontre ce matin, rencontre programmée par l'UDR, c'est voir comment venir avec une nouvelle théologie qui puisse être en quelque sorte devenir la nôtre, une théologie haïtienne. Alors, l'intervention de ce matin, dans votre intervention de ce matin, j'ai noté une mise en garde. C'est ne pas comparer l'incomparable. Et si c'est fait, c'est un peu osé. Moi, je me questionne sur la révolution de Jésus et celle de Dessalines. Il nous a donné de comprendre, de vivre en tant qu'humain, humain promoteur des droits de l'homme. Lesquels droits se sont basés sur l'essentiel qu'est la dignité de la personne humaine. Nous avons vécu cette expérimentation avec Dessalines. Or, dans le cas de Jésus, sa révolution est une révolution purement virtuelle, à mon avis. Une révolution spirituelle prise au sens intellectuel. Lorsque le professeur Février me dit de ne pas essayer de comparer l'incomparable, je me questionne là, est-ce qu'il ne s'agit pas dans cette espèce d'une forme d'escroquerie intellectuelle profitable à l'occidentalisation de notre croyance, laquelle occidentalisation qui a eu son début à partir de l'introduction du protestantisme en Haïti, soit dans les années de entre 1811 et 1816. C'est ma première question. La deuxième question, c'est comment expliquer l'amour de Jésus enseigné à travers la Bible à nos esclaves, reproduit dans le Code noir de Colbert de 2635, si je me rappelle bien, qui enseignait aux esclaves d'aimer leurs oppresseurs et d'agir avec tremblement et crainte
envers leurs oppresseurs, et l'enseignement de Dessalines qui visait la libération de tout un peuple et même de personnes réparties sur plusieurs continents, mais notamment l'enseignement qui est fait en Haïti, couper tête, bouler caille. Ce que moi j'appelle une haine amour ou un amour-haine. Ça, c'est ma deuxième question. Et je termine avec une considération. Le professeur Février a de nous dire qu'avec le concordat, l'article 1er, qui fait de la religion catholique, du catholicisme de préférence, la religion de tous les Haïtiens, c'est une forme de supercherie. Et aujourd'hui, les protestants haïtiens se réclament un pourcentage de plus de 50 à 60% d'Haïtiens qui soient, entre guillemets, de chrétiens protestants. N'est-ce pas là aussi une supercherie lorsque l'on s'en tient à nos origines en tant que peuple haïtien, eu égard au vaudou, Et en dernier lieu, pour la considération, est-ce que vous ne pensez pas que l'Église protestante et l'Église catholique ne se sont-elles pas associées pour salir l'image de Dessalines, l'image de notre indépendance acquise grâce à l'utilisation du vaudou haïtien. Et ma dernière question est si les protestants ou les chrétiens, les haïtiens de manière globale, acceptaient ou prenaient Dessalines pour leur Jésus. Qu'en diriez-vous? OK. Je crois que je vais commencer par la dernière question. Elle est la plus difficile et la plus directe. J'aurais crié au scandale si jamais, comme intellectuel des classes moyennes d'Haïti, dans le sens de celui qui est conscient de ce qu'il sait et d'un certain savoir même limité, de voir son peuple ou ceux qui suivent son enseignement arrivent à commettre cet acte de confucianisme idéologique et religieux pour comparer Jésus à Dessalines au point d'arriver à prendre Dessalines pour leur Jésus. Naturellement, en le faisant, il y aurait lieu à une appréciation de Jésus au-dessus de Dessalines. Si un peuple arrive à considérer Jésus comme leur Dessalines, c'est-à-dire qu'il y a une considération extrême et d'une extrême importance qui est faite à Jésus. Moi, je reconnais la synthèse possible dans l'œuvre de ces deux hommes à partir de leur méthode de travail, à partir aussi des fins envisagées et à partir des conditions dans lesquelles ils ont opéré. J'ai donc misé sur 3 éléments de comparaison. 3 éléments de comparaison, c'était les fins visées par les 2 révolutionnaires, tous 2 sont 2 révolutionnaires, les fins visées, ensuite la méthode de travail et les moyens utilisés par ces 2 hommes. Jésus préconisait une fin qui n'est pas virtuelle, mais une fin qui ne peut être comprise et saisie que par la foi. Et Paul, l'idéologue du christianisme, va nous donner la définition de la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère. D'accord? Donc, vous l'avez en hébreu,
la définition. Maintenant, à partir de la foi ou reposer sur l'œuvre sur la foi, Jésus nous invite à entrer dans le concret intellectuel, dans le concret non visible, dans ce que nous appelons, lorsque nous écrivons comme penseurs, comme intellectuels, une construction de l'esprit, un construit intellectuel, une construction de l'esprit. Si vous êtes très, très familier avec ces genres d'habitudes et d'exercices, vous allez vous rendre compte que Jésus vous invite à voir un autre terrain autre que celui que les yeux peuvent voir, que les oreilles peuvent écouter et entendre, que les mains peuvent toucher, que la bouche peut toucher et manger, etc. Jésus nous a invités à une autre dimension de la nature de l'homme, qu'il n'a pas seulement une nature visible que l'on peut voir à l'œil nu, mais aussi une nature spirituelle. Et son travail misait vers ces fins-là. La révolution de Dessalines voyait cette fin avec une limitation aussi sur le plan transpositionnel. Vous mourrez, pas de problème, ça t'y mourir à faire, ou retourner en Afrique. D'accord? Maintenant, je ne sais s'il faut faire une transposition vers le vaudou là-dessus, mais c'est aussi un élément de croyance dans le vaudou et dans d'autres formes de religion qui étaient en vogue à l'époque avec l'Empire ottoman et puis les grandes guerres entre l'Orient et l'Occident jusqu'à la chute du Constantinople. Écoutez, nous nous arrêtons là pour cette partie, mais je dois dire que pour votre première question, il ne s'agit pas du tout d'une opération d'escroquerie intellectuelle, le mot est trop fort. Je parlais de préférence d'une forme de supercherie par la manipulation, par la confiscation. On peut confisquer des données pour manipuler ces données. Et on manipule aussi pour confisquer. L'histoire d'Haïti n'est pas enseignée, mon frère Jean-René Senatus. L'histoire d'Haïti n'est pas enseignée dans les écoles et même au niveau de l'université. Et quand bien même elle serait un jour enseignée, il n'y a pas une uniformisation préparée de cet enseignement pour que cet enseignement soit un enseignement unique et partout le même. C'est pourquoi il faut, réhabiliter la pensée, l'œuvre de Jean-Jacques Dessalines. Il faut commencer par faire comprendre à ces jeunes qui était Dessalines, la personnalité de Dessalines et camper Dessalines, pas seulement pour les Haïtiens, mais au niveau, il y a un type qui était le grand révolutionnaire du Vietnam. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Il a rencontré notre ambassadeur à Paris et on lui a parlé de Dessalines. Il a écrit sa thèse de doctorat sur la révolution haïtienne. Un Vietnamien. La révolution haïtienne est connue ailleurs, mais elle est fuie, elle est manipulée, elle est escroquée, elle est transposée en raison de sa dangerosité idéologique. C'est un danger pour ceux-là qui apprennent la révolution haïtienne et qui apprennent à connaître Jean-Jacques Dessalines. Je vais vous donner une petite information à vous tous. Vous savez que c'est seulement l'année dernière, on a publié, et je crois que, oui, l'année dernière, on a pour la première fois déposé au musée de la Bible à Washington un ouvrage qui s'appelle la Bible des esclaves. Jean-René Senatus, Maître Morin, vous autres enseignants, étudiants, chercheurs, la Bible des esclaves, qui était une légitimation de l'esclavage, de la colonisation, de la domination, était utilisée et cette Bible était écrite par les Britanniques destinée aux populations noires des îles des Indes, de la Caraïbe, pour la population des esclaves de la colonie. Et écoutez bien, ce livre contenait en gros caractères le passage « Obéissez à vos maîtres » tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens, mais on a enlevé la partie de la lettre où il est dit
car en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc, voici une œuvre que nos étudiants doivent chercher à connaître, à lire, à apprendre et écrire des thèses là-dessus pour voir jusqu'où arrivaient les esclavagistes. L'un des plus beaux chants que nous chantons, Dieu Tout-Puissant, était écrit, la plupart des chants qui ont été écrits dans nos cantiques d'espérance sur les ailes de la foi, c'était des cantiques écrits par des capitaines de négriers, pendant que des Blancs, les armes à la main, étaient à l'intérieur de l'Afrique, chercher les esclaves, leur matériel pour les acheter des mains d'autres maîtres. Eh bien, comme capitaine, certains lisaient la Bible et composaient des chants. Et la plupart de ces chants, nous les chantons encore aujourd'hui. Exemple numéro 323 du recueil des chants d'espérance. Il y a seulement 5 ans, un comité de l'UEBH, qui est propriété des chants d'espérance, eh bien, il a demandé une révision. Et dans la révision, nous avons enlevé la partie des chants d'espérance où il a dit un jour tous comparaîtront l'Africain sauvage, l'esclave, l'Africain sauvage dans le chant d'espérance. Et les Haïtiens chantaient. Donc, il faut un travail de théologisation de notre Bible, de nos cantiques, de nos cantiques, de nos chants d'espérance, par exemple, de nos livres de cantiques, tout en n'oubliant pas, attention, c'est la révolution de la réforme qui nous a donné des cantiques en assemblée. L'assemblée chante, comme aujourd'hui avec Luther, nous chantons, hier encore nous le chantons, c'est un rempart que notre Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a fait lorsque les missionnaires sont venus? Ils ont enlevé les 2 strophes les plus importantes de ce même chant. Est-ce que vous comprenez? Un cantique de Luther qui est introduit comme un grand cantique dans les chants. Un cantique de Luther que nous chantons chaque année. C'est un rempart que notre Dieu. Mais c'est un cantique de 5 strophes. Eh bien, ceux qui ont composé pour nous les chants d'espérance, sous prétexte qu'il n'y a pas d'espace suffisant, ils ont enlevé les 2 plus grands et les 2 plus fortes strophes de ce chant. Allez les lire ce matin, vous allez voir que Dieu doit tenir nos mains, que le royaume est à nous. Prince, faites ce que vous voulez. Donc c'est un chant qui invite à la sédition. Ils ont enlevé les 2 strophes. Même dans notre Bible, on ne prêchait pas trop Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On enlevait ça, on ne prêchait pas là-dessus. On disait c'est un élément gauchiste, il prêchait. Mais à bien lire Rome, Paul, Romains 12, verset 2, effectivement, c'est un appel à la sédition. C'est un appel à ne pas se conformer au discours présent, aux chefs présents, aux autorités présentes, à ceux qui dominent aujourd'hui. Donc, en réalité, nous avons un travail à faire pour conclure, professeur. Oui, ah là là, mon Dieu, mes amis. On va m'oublier, non, professeur, non. Jean-René Sénatus. Oui, professeur Sénatus, il faut un travail de déolisation, c'est-à-dire de déidéologisation. Il faut systématiser un enseignement. Il faut rapatrier Dessalines. Il faut faire comprendre à la jeunesse que Dessalines n'est pas un Satan, que Dessalines est un héros qu'il a libéré et que toute œuvre de libération, particulièrement une libération contre l'esclavage, une libération contre la servitude, c'est un acte chrétien. Car même le christianisme n'a pas pu abolir l'esclavage, Dessalines a aboli l'esclavage. Donc Dessalines a fait une œuvre de continuation du christianisme, une œuvre venue par le Christ, car Christ voulait une société sans esclaves. Donc Dessalines est dans la ligne de l'enseignement de Christ. Il n'y a pas de incompatibilité
entre ces deux hommes sur le plan des réformes qu'ils ont préconisées. Les deux visaient la réhabilitation de l'homme. Donc, il faut commencer par réhabiliter Dessalines, rapatrier sa mémoire et introduire Dessalines dans les églises, dans les écoles, soit à l'école du dimanche, soit au niveau de l'enseignement dans les séminaires, dans les études bibliques, dans les écoles bibliques, ou bien dans les facultés ou séminaires de théologie, qu'il y ait un enseignement. Les Américains le font avec leur Jefferson. Et pourquoi vous ne le faites pas avec votre Dessalines? Pourquoi les Français parlent même de leur Napoléon en toute matière et vous ne voulez pas parler, vous ne pouvez pas parler de leur Dessalines? Mais le problème est que, malheureusement, depuis 1804, malheureusement, Dessalines était non seulement mis de côté, mais c'est toute l'histoire d'Haïti qui a été confisquée par les élites, celles-là qui avaient assassiné le fondateur de la patrie. Est-ce que je peux juste poser une simple question et après ça je vous retourne parce que là, je sais qu'il y a tout un tas de gens qui attendent. Alors, je voudrais un petit peu aller dans le sens du sénateur Senatus. Je crois je voudrais croire qu'il n'a pas voulu parler de notre Jésus à nous, mais de la christianisation du peuple haïtien parce qu'il y a une nuance et même une différence entre être chrétien et être christianisé. Parce que la christianisation, c'est le fait, par exemple, de s'approprier de la vision de Christ, de s'approprier de l'amour de Christ. Par exemple, le salut, le salut vient de la christianisation. Parce que Dessalines n'était peut-être pas chrétien dans le sens idéologique, dans le sens théologique, dans le sens colonisation, parce que nous le savons bien, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de politique sans religion. Ça n'existe pas. On se sert de la religion pour dominer, mais on se sert aussi de la religion pour se libérer. Par exemple, quand nous parlons de la cérémonie du bois caïman, c'est une façon de partir de la religion pour mettre dans la tête des gens qu'il y a un puissant, qu'il y a un fort, qu'il y a un souverain capable de nous sortir de la situation d'esclavagisme. Donc, je crois que Dessalines avait été christianisé parce qu'il avait dans son âme, dans son cœur, une volonté de libérer, une volonté de sauver, et à partir de la philosophie de Christ, à partir de l'idéologie de christianisation. Deuxièmement, le sénateur Senatus a un petit peu a parlé de et que le fait de ne pas vouloir comparer Jésus et Dessalines, alors ça m'échappe le mot qu'il avait utilisé. Il avait utilisé. Bon, c'est une infraction. Bon, ça m'échappe parce que j'étais concentré sur deux choses en même temps. Mais je crois qu'il va fort. Escroquerie intellectuelle. Moi, je crois qu'il va trop fort parce que le fait par nous autres de nous réunir aujourd'hui et de tenter cette comparaison ou de formuler ce sujet, c'est déjà s'ouvrir, c'est déjà une liberté de penser, une liberté de réfléchir. Ça veut dire il n'y a pas d'escroquerie parce que ici on se met à réfléchir, à philosopher autour de la pensée dessalinienne, autour de la pensée dessaliniste, c'est pour me prêter l'expression, et je demande pardon aux intellectuels. Donc, là, il n'y a pas d'escroquerie. Et je voudrais pour finir, remercier le professeur Févry, parce que ici, nous devons continuer ce débat. Et je voudrais, parce que c'est peut-être ma dernière prise de parole, je voudrais aussi féliciter l'initiateur de cette réunion, parce que venir avec le professeur Février, venir avec tous ces intellectuels pour parler de Dessalines dans la religion, moi je ne dis pas Dessalines et Jésus-Christ, moi je dirais plus simplement de
la philosophie de Dessalines, la pensée de Dessalines, et la méthode de Dessalines à partir de la religion. Je crois qu'il nous faut continuer parce que ce matin, M. Février l'a si bien souligné, Jésus-Christ est un non-violent, mais un non-violent qui a demandé à ses disciples d'aller s'acheter des épées, mais quand ils sont venus avec les épées, il a démontré à ses disciples qu'on pouvait faire des épées, on pouvait faire de la pensée une arme. On pouvait faire de la pensée une arme, et c'est pourquoi que moi je répète souvent la phrase du père du communisme italien, Antonio Gramsci: de toute autre guerre, c'est celle de la pensée qu'il faut gagner d'abord. Maintenant, semer une nouvelle pensée dans l'haïtien, ça nous mènera à cette liberté dont vous parlez, maître Sénatus, sénateur Sénatus, professeur Sénatus, et aussi cadrer le débat dans le sens que c'est pas Jésus-Christ et Dessalines, parce que pour moi, je reprends et je suis dans la ligne du professeur Février, il n'y a pas de comparaison. On ne peut pas faire de parallèle, vraiment, parce que deux hommes. Non, je vous laisse la parole si le modérateur ne le permet. Oui, professeur. Alors, moi, le problème que j'ai, je suis censé dans une société formée majoritairement de pasteurs, de théologiens, de gens qui exercent ce métier au niveau de notre société. Et c'est là que j'ai applaudi cette initiative de l'UDR qui prend sur elle cette responsabilité d'agiter cette discussion. Nous parlions de l'occidentalisation de notre croyance. Je parlais de l'occidentalisation de notre croyance en tant qu'haïtien. Et le professeur Février de nous dire que notre histoire a été confisquée par les anciens colonisateurs. Et même dans la Bible, il y a des corrections, dans nos champs d'espérance, il y a des corrections à apporter. Là, je suis complètement d'accord. Dessalines et Jésus, tous deux sont des libérateurs. Pour moi, Dessalines et Jésus sont tous deux des envoyés. Et depuis Boukman, j'ai sous mes yeux là la prière de Boukman. Alors que l'Église occidentale essaie de minimiser, essaie de discréditer, c'est le mot, discréditer les luttes menées par nos indigènes, et en disant que ces luttes-là furent pavées de superstitions, de magie, de choses non acceptables et non acceptées par les sociétés dites civilisées. Boukman, lui, il s'adressa au Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui détient les océans, qui fait gronder le tonnerre, le Dieu qui a des oreilles pour entendre, le Dieu qui est caché, dit-il, dans les nuages, etc. Et qui voit ce que les Blancs faisaient de nous. Notre Église nous prêche un amour envers nos oppresseurs, alors que le Dieu des Blancs enseigne une haine qui devrait être acceptée par les esclaves. Maintenant, Dessalines est venu faire le relais et a continué à prêcher son amour pour les Noirs et son amour pour les bons Blancs, mais sa haine aussi pour les mauvais Blancs. Comme le magistrat Morin vient de le dire, Jésus avait prescrit, bon, je n'ai pas le verset en référence, d'acheter des épées. Maintenant, l'épée, ça c'est une image, on peut l'interpréter. Aujourd'hui, je pense que l'on devrait décoloniser l'enseignement théologique fait à travers les églises, dispensé à travers les églises. Et pour ce faire,
je pense que l'UDR a déjà posé son pion, a déjà joué à partir de ces discussions-là sa partition, que l'on devrait relayer. C'est ce que moi je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, sénateur, sénatrice. Je pense que professeur Février l'a dit dans ses propos. Il faut réhabiliter donc Dessalines dans les institutions importantes en Haïti, dans les églises, dans la famille. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En fait, on l'a déjà dit. Oser comparer Dessalines, on l'a fait, pratiquement comparer. Donc, en fait, il faut. On a différentes questions. Je ne sais pas, sénateur, c'est bon? Donc, je peux avancer un petit peu? Vous pouvez. D'accord. Et bon, il y a des questions. Je pense que professeur Février a déjà répondu d'une façon ou d'une autre à ces genres de questions. Jésus avait un discours unifiant et unificateur au sein de son peuple. Résultat, il a créé un peuple uni. L'Église unie, oui, l'Église. Dessalines, c'est une question. Dessalines avait un discours qui produit la peur chez l'ennemi. L'union des combattants étant déjà réalisée depuis 1803 à Arcaïe. Cependant, à bien observer, on peut voir un manque de cohésion sociale dans le pays, un manque de conscience haïtienne commune. Qu'est-ce qui peut expliquer l'échec de Dessalines à réaliser une unité nationale effective après l'indépendance? C'est la question qui a été posée par Zach. Ça, c'est la première question. Je crois que c'est juste avant de passer. J'ai une petite motion. Excusez-moi, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Attendez-moi, s'il vous plaît. Oui. Attendez-moi, s'il vous plaît. Il y a ici un danger intellectuel à inviter. Parler de l'échec de Dessalines. C'est comme si vous entrez dans la maison, vous dites c'est une très belle maison. Oh, que vous avez une très belle maison, mais comme vous ne savez pas nettoyer votre maison à l'intérieur. Il ne faut pas du tout rentrer dans cette ligne. Dessalines a fait une œuvre de titan, d'un révolutionnaire. Et après, ceux avec lesquels il travaillait l'ont assassiné, à la tête duquel il y avait le comploteur Alexandre Pétion qui est vénéré et pendant des siècles. Alors pour ne pas dire des années, pardon. Donc il ne faut pas parler de l'échec de Dessalines. Dessalines a fait ce qui était de sa capacité avec l'aide de ses... Toute 1802, Dessalines a organisé un petit congrès de réconciliation avec Pétion et il a demandé la paix. Dessalines avec Pétion ont organisé le congrès de l'Arcaïe pour unifier le commandement militaire. Et on a reconnu que c'est Dessalines qui doit être le chef. Mais Dessalines a cherché à unifier. Il est arrivé au CAI, à Torbec. Il a prononcé un discours d'unification. Écoutez, Dessalines, malheureusement, a laissé un héritage qui a été travesti. On ne peut pas parler de l'échec de Dessalines par rapport à Jésus qui a unifié. D'ailleurs, les disciples de Jésus ont tous pris la fuite pendant la soirée. On peut dire, historiquement parlant, que c'était des lâches. Pierre qui disait qu'il n'allait jamais trahir Jésus, qu'au contraire, il prendrait les armes. Mais Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Et il a même injurié par faire des imprécations pour dire qu'il n'a jamais connu Jésus devant une servante. Donc les deux hommes ont été aussi trahis. Mais l'œuvre de ces deux hommes, ou plutôt l'œuvre séparée de ces deux hommes, a été prise en charge par diverses populations. L'héritage de Jésus a été pris en charge par l'Occident, mais l'héritage de Dessalines est revendiqué seulement par le continent africain, des révolutionnaires latino-américains, et par nous autres en Haïti. Nous n'avons malheureusement pas l'étoffe idéologique nécessaire pour continuer le travail, mais ce n'est pas Dessalines. Dessalines n'a pas échoué. Ne jamais, s'il vous plaît, pour parler de Dessalines, pour dire qu'est-ce qui explique que Dessalines a échoué. Ça, c'est le langage du colon. C'est le langage de la colonisation.
voyez votre maître Dessalines, voyez votre homme Dessalines, voyez votre leader Dessalines, il va mourir en enfer pour avoir commis tant de crimes en tuant ces blancs et en fermant les yeux sur les massacres de la colonisation. D'accord? Donc, s'il vous plaît, corrigeons un petit peu et corrigeons un peu. Et chaque fois qu'on vous parle de la vengeance de Dessalines pour avoir passé par les armes 5000 personnes, effacez le numéro d'Histoire d'Haïti où il est parlé du massacre des Français, mais parlez un acte de vengeance partiel. Lorsque Dessalines a passé sur les armes, environ 3000 blancs, et les atrocités commises en une journée de fonds parisiens à Damiens, il y a eu une seule journée, 10 000 mulâtres que les Blancs ont pendus. C'est l'histoire d'Haïti, sans compter les esclaves. S'il fallait toucher les atrocités commises, aucun Haïtien ne parlerait à un Blanc, particulièrement à un Blanc français. Mais attention de grâce, ne répétons pas pour éviter toute forme d'idéologisation du discours du colon, tout en sachant, tout en disant que nous allons faire œuvre de libération de la pensée. C'est très important, s'il vous plaît. Franz Miller. Alors, mon nom sur le Zoom, c'est Franz de Miller, mais c'est Petit Homme Jean-Gustave. Je félicite Pasteur Manassé et son équipe pour l'initiative. Je pense que c'est très significatif. Le fait de penser, de parler de Dessalines pour réhabiliter sa pensée. Je n'ai petite remarque de préférence au lieu de poser des questions. Par exemple, sur la question de comparaison, je pense que il n'y a aucun problème de comparer Dessalines et Jésus comme Roger Février l'avait souligné en termes de méthode, en termes de divisé, parce que parfois, la comparaison se résume en ressemblance et dissemblance. À ce niveau, on peut voir dans la révolution ou bien dans la démarche de Jésus-Christ pour nous libérer, sa méthode, le but visé, on peut toujours voir par rapport à Dessalines, ressemblance et dissemblance, parce que dans toute comparaison, il y a toujours contraste. Il n'y a rien de comparer des idéologies que ce soit différentes et on va toujours avoir des éléments de ressemblance et de dissemblance. Et Roger Février avait dit quelque chose que l'on doit souligner, la question de réhabiliter la mémoire de Dessalines dans le sens de faire un travail de reconceptualisation par rapport à des concepts. Par exemple, question des Français, que Roger Février vient de dire qu'il ne faut pas continuer à enseigner aux étudiants ce concept. Comme il avait bien dit, il faut voir la question de vengeance. Il faut voir également que, par exemple, continuer à enseigner l'action de Dessalines comme massacre, c'est oublier également les actes que les Blancs ont posés, les torts que les Blancs ont causés par rapport aux esclaves. Si l'on tient compte de ce principe que la violence des colonisés doit être proportionnelle à la violence des colons, ce que Dessalines avait fait, rien par rapport aux atrocités subies les esclaves aux mains des Blancs. Donc, je pense que ce travail de reconceptualisation, puisque l'enseignant doit être intentionnel et idéologique, il faut revoir l'histoire, que ce soit les historiens, les historiographes, il faut réécrire l'histoire pour enseigner notre Dessalines par rapport au Dessalines qu'on nous avait enseigné des siècles. Merci et bravo. Merci et bravo, mon frère. Ma dernière remarque, c'est par rapport à M. Jean-René Senatis qui a parlé de la liberté virtuelle ou bien, je dirais, la révolution virtuelle de Jésus-Christ. Je pense, si l'on place ce que Jésus vient de faire, il n'a rien de virtualité. Il y a une chose concrète. Par exemple, la déclaration de la mission de Jésus-Christ, probablement trouvée en Luc chapitre 4,
si vous regardez ce texte, vous allez voir que Jésus-Christ était clair par rapport à sa mission, que ce soit dans son contenu, que ce soit dans sa méthode, c'était une démarche d'une liberté, non seulement liberté spirituelle par rapport au péché, mais il y a autant d'événements, autant d'actions de Jésus-Christ qui ont montré la démarche concrète, je dirais, ou l'aspect physique, l'aspect social de son ministère. À ce niveau, il faut résoudre ces problèmes bibliques parfois lorsqu'on prend un seul texte en dehors même de son contexte et on pense que c'est toute la Bible. Dans les discours, dans les textes de Jésus-Christ, on va voir autant de textes qui parlent de liberté, non seulement liberté spirituelle, mais la liberté, je dirais, holistique en termes d'être qui devrait avoir une liberté spirituelle, une liberté économique, une liberté, je dirais, politique, sociale à tous les points de vue. Dans ce sens, il faut résoudre ce problème d'anachronisme biblique. Parfois, on prend un texte ancien et puis on veut l'appliquer dans le contexte d'aujourd'hui. Je termine par le fait que je toujours dis aujourd'hui, si apôtre Paul écrivait, il dirait autre chose par rapport au contexte. Si apôtre Paul écrivait aujourd'hui sur la question de la femme dans les églises, il dirait autre chose par rapport au contexte. Le contexte dès lors le permettait de considérer les situations de cette manière. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de que la femme se taise dans les assemblées. Donc, il faut essayer de comprendre le monde du texte et le monde d'aujourd'hui pour contextualiser afin de ne pas tomber dans l'anachronisme biblique, de prendre un texte ancien, de l'interpréter avec les lunettes d'aujourd'hui sans une compréhension du contexte et le contexte que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci. Vous savez que, mon frère, merci beaucoup. J'ai une fois préparé le début d'un sermon, on a encore terminé. Lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Haïti. Lettre de Paul aux chrétiens d'Haïti. Mais c'était l'année 2020. Et aujourd'hui, je dois dire, peut-être continuer à terminer cette lettre de Paul aux Haïtiens en 2022 et 2023, peut-être pour terminer ça, en prenant la pensée de Paul et ramener la pensée de Paul par une sorte de praxis haïtienne et l'appliquer dans une forme directe de contextualisation. Merci pour vos remarques. Merci encore. Merci, Pasteur Jean-Gustave. Donc, je pense qu'il faut donc terminer à notre débat ce matin. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi, Pasteur Simeon? Yeah. Allez-y, Pasteur Simeon. Yeah. Bon, je salue tout le monde et je salue les grands, Maître Février, Maître Morin et Maître Sénatus. Yeah. Bon. Maintenant, mon intervention, c'est surtout en ce qui concerne le constat que nous venons de faire, mais aussi sur la pédagogie qu'on peut utiliser pour avancer dans notre démarche de restaurer l'esprit de Dessalines. Maintenant, si nous sommes convaincus que restaurer l'idéal de Dessalines pour le peuple haïtien en général et pour les chrétiens en particulier pourrait servir à quelque chose dans la construction d'une nouvelle Haïti, comment procéder comme intellectuel organique de la masse pour arriver, alors dans la pensée de Gramsci, pour arriver à sensibiliser ou bien à trouver des moyens pour restituer Dessalines. Maintenant, moi, je veux que M. Février insiste surtout sur la pédagogie à utiliser, puisqu'on a déjà conscient que
l'Occident a utilisé le christianisme comme un outil, ou bien Jésus comme un outil pour coloniser. Maintenant, comment déchristianiser, comment enlever les mythes de colonisation dans le christianisme, ensuite utiliser le christianisme comme outil et aussi pour non seulement créer un Haïtien responsable, mais aussi restituer de ça. Bon, je crois que l'idée est dit, c'est la pédagogie. Donc, on est conscient et on doit faire quelque chose. On doit donner justice à l'idéal de Salinier. Maintenant, comment faire? Puisque tout est dans la pédagogie. Je crois que M. Février est prédicateur et pasteur de l'église. Nous sommes aussi des leaders d'opinion. Nous avons tous des micros chaque dimanche et de temps en temps. Donc, nous sommes aussi professeurs. Donc, il y a quand même une démarche, une pédagogie à faire. Bon, c'est à nous de définir et c'est M. Février. J'aurais aimé entendre sa position sur la question de pédagogie pour arriver à cette fin. OK. Je disais qu'une petite rectification s'impose parce que je ne suis pas pasteur. Je suis effectivement prédicateur de l'Évangile et je peux dire que sur le plan intellectuel, je suis apologiste de la foi chrétienne et serviteur de Dieu. Mais effectivement, vous avez raison. Il faut une pédagogie pour l'adaptabilité de ce discours, de ce que nous sommes en train de concevoir. Et je recommanderais la méthode suivante. Un petit groupe, ensemble, produit un document. Il n'y a pas de pédagogie sans documentation. Il faut un écrit. Il faut des choses qui réunissent qui réunissent le minimum soit-il de convergence de vues. Par exemple, nous savons que Dessalines mérite d'être réhabilité. Nous savons qu'il faut rapatrier la mémoire de Dessalines. Nous disons qu'il faut introduire Dessalines au sein des églises et au sein des missions des organisations chrétiennes d'inspiration protestante, particulièrement en Haïti et ailleurs. Donc, nous avons de grands objectifs, louables en soi. Mais à partir de quelle pédagogie? C'est-à-dire, quelles sont les étapes que nous allons utiliser pour rapatrier, pour réactualiser, pour introduire Jésus dans les écoles, dans les églises chrétiennes? Qu'est-ce que nous allons faire à titre de pédagogie? Je n'ai pas vraiment la réponse. Je peux proposer que je suis disponible, je suis à la disposition de tous ceux qui, de bonne foi, veulent faire le travail de déconstruction d'abord, et je l'ai fait pédagogiquement, par exemple, parce que j'ai eu à bénéficier le privilège d'enseigner à la faculté de droit, faculté d'ethnologie, etc. Pendant une vingtaine d'années, j'ai dispensé ce savoir, j'ai imposé le Christ par mon enseignement et mon crédit intellectuel. Écoutez bien, ici, je suis un chrétien protestant. Et quand j'enseigne la justice, je dis le premier livre dans lequel je vais vous faire un cours sur la justice sociale, c'est la Bible, et je vais vous faire référence à Deutéronome, le Décalogue. Donc, vu que j'étais un peu, bon, on avait besoin de moi à la faculté, j'imposais mon savoir, j'étais aimé de mes étudiants, je pouvais faire voir qu'on peut être chrétien et être un grand intellectuel. Donc, j'ai jeté un petit peu, détruit s'il le faut, un certain tabou dans le milieu enseignant. Je ne me cachais pas et je pouvais demander quels sont les étudiants dans cette salle qui sont des chrétiens. Peu à peu, les petites mains se levaient, ou plutôt les gens se levaient pour s'identifier avec le doigt, le petit doigt, avec l'index. Moi, qui est-ce qui est militaire ici? Qui est-ce qui est policier ici? Donc, vous voyez, j'ai commencé ce travail, Dieu soit loué, il est maintenant poursuivi. Et je ne crois pas que je verrai la fin, le résultat ou la finalité finale de ce travail. Mais il faut une pédagogie dans le sens de
démarche de mise en œuvre de cette vision d'introduire Dessalines, réhabiliter Dessalines, rapatrier Dessalines et l'imposer dans les écoles, dans les églises et dans les séminaires et centres d'enseignement théologique, à commencer par nous autres chrétiens protestants. Et je crois que c'est ce travail que nous sommes en train de faire là. Mais il reste, après ces conférences, de réunir les matériaux, de constituer d'abord, point A, de constituer d'abord une équipe, 2, 3, 4, 5, 12, et vous serez peut-être partie de cette pédagogie proposée ou des lignes ou de cette démarche pédagogique, de cette démarche méthodologique. Comment atterrir, comme disent les marxistes, par une praxis. Praxis, comment concrètement, matériellement, dans la réalité, comme élément de travail, un groupe d'hommes, une dizaine, une douzaine, et bien outillés, crédibles, mais des gens qui ne vont pas effrayer le secteur traditionnel ou même le secteur classique de l'évangélisation haïtienne, catholique et protestant. Il faut que ce soit des hommes de conviction qui n'effraient pas les chefs de mission, qui n'effraient pas les églises, comme ça a été le cas à un certain moment dans les années 80. Il y a 2 jeunes gens qui sont venus après leurs études en Suisse et ils avaient 2 types de modèles d'approche pour introduire l'évangile auprès des élites. Eh bien, le premier avait un discours qu'il fallait commencer avec la langue des élites, le français. Et il a commencé par dire pourquoi ne pas avoir une église, une petite congrégation et introduire les GBU en Haïti, groupe biblique universitaire, et commencer à faire des études dans les facultés et au sein de l'Université d'État d'Haïti, et ensuite faire des groupes au niveau de ces gens, de ces hommes de commerce. Il a laissé aujourd'hui une très belle église qui fonctionne en Haïti. Il retourne en Suisse avec sa famille, mais l'autre a eu une autre approche, une autre pédagogie de mise en œuvre de la pensée d'introduire l'évangile auprès des élites. Il a dit qu'il faut commencer avec le peuple. Et le peuple instruit va lui-même former des gens. Et il a commencé par généralisation du créole. Il faut réhabiliter le créole, l'introduire dans les églises comme quelque chose de sérieux, etc., etc., etc. Lui aussi, il a en partie réussi, mais n'est pas admis au cercle de ce deuxième frère qui avait choisi l'approche élitiste avec le français. Donc, je crois que nous devons aussi réfléchir au sein d'un groupe, un groupe de réflexion d'érudits chrétiens, d'élites chrétiennes, parce que les révolutions se font avec le peuple, mais toutes les révolutions commencent par une conjuration, une sorte de complot, si vous ne voulez pas le mot complot, une sorte de conclave de gens d'élites, de penseurs, d'idéologues, de gens de vision, de gens savés, qui pensent, qui réfléchissent et qui proposent un discours adapté à la réalité que le peuple va saisir. Et lorsque le peuple saisit, il faut que ces leaders soient suffisamment honnêtes, loyaux, fidèles, disciplinés pour que là même où ils sont critiqués, on puisse dire attention, ce sont des gens qui aiment le peuple et qui veulent vraiment le salut de ce peuple. C'est ce groupe qu'il faut peut-être préparer et sûrement, professeur Manassé a déjà une kyrielle de ces gens-là, recrutés très bien, mais avec leur discipline et surtout leur humilité, qui ne font pas peur à nos humbles ouvriers des mornes et des plaines qui prêchent l'évangile pour leur dire vous devez parler de Dessalines avec une certaine arrogance. Non, l'œuvre subira un échec et l'échec va retomber sur le travail en entier. Il faut une pédagogie de l'humilité, une pédagogie dans l'humilité, une pédagogie de sagesse, une pédagogie par la sagesse qui est faite de connaissances, mais avec des gens d'élite, j'insiste bien, des gens d'élite qui n'ont pas peur des masses et dont les masses n'auront pas peur des discours aussi quand ils viendront à eux de l'évangile
comme fils de la foi, comme fils de l'espérance. Il faut que ce soit un homme prédicateur, intellectuel, écrivain, savant, tiré du monde des chrétiens, qui ne font pas peur aux chefs chrétiens et qui peuvent peut-être ne pas bénéficier de financement, parce que je ne vois aucun Français américain qui vont financer des efforts de réhabilitation de Jean-Jacques Dessalines. Peut-être un musée toute seule ouverture, oui, mais pas un musée Jean-Jacques Dessalines. Donc, vous devez savoir ce que vous voulez, vous devez savoir qui vous êtes, constituer un petit groupe de conclave, en conclave, et pour lancer ce travail dans le cadre de cette pédagogie réclamée par notre compatriote. Et merci pour ce février. Il faut mettre un terme à notre débat, notre discussion de ce matin. Donc, vraiment un grand merci pour ce février. Et on n'aura pas vraiment le temps de répondre aux différentes questions qui sont dans le chat, malheureusement, mais je pense qu'il y a des questions dans le chat qui ont été déjà donc répondues pour ce février. Alors, donc, je voudrais justement passer deux annonces pour ceux qui veulent l'enregistrement donc ou la vidéo de ce débat. Juste donc, avant il de suffit conclure, de partager. Juste avant de conclure, Manassé, je voudrais envoyer un petit fleur à professeur Février, parce que professeur Février m'a formé à travers ses dires sur les ondes de Radio Lumière, et dit à M. Février, pour moi, la dernière émission qu'il a fait avec Marie-Lucie Bonhomme, et m'TP émission ça pour me jamais oublier. Donc c'est un plaisir pour matin, m'te braver un petit peu de foi pour me rêver bonheur pour me tendre M. Février, c'est mon professeur de loin. Alors M. Février du courage et puis c'est un plaisir de vous attendre. C'est quelqu'un, c'est Robinson Augustin. Je suis quelqu'un de la Gonave, mais je vis à l'extérieur d'Haïti. Ah bon? Notre mandarin national, c'est un grand plaisir de vous attendre ce matin. Eh bien, Robinson, s'il vous plaît, vous pouvez m'écrire en privé, ceux qui le veulent, 37 10 74 74, alors plus 509. 37 10. Attention, je pense, laisse-moi écrire ça. Laisse-moi écrire ça juste avant de partir. Je vais trouver quelque part. Ok, c'est 37 10. Plus 509. Oui, 37 10. 74. 74. Robinson, j'attends votre appel, votre message. Merci pour cet encouragement. Avec plaisir. Effectivement, je prônais et je prône encore l'organisation d'un congrès patriotique haïtien pour résoudre la crise haïtienne. Et ce congrès ne serait pas un congrès de personnes, d'individus, mais un congrès d'institutions. Institutions publiques, institutions privées qui seraient réunies exactement comme les Français et les Européens l'avaient fait en 1815 pour le congrès de Vienne, ou le congrès de 1805 de Paris qui avait mis fin à la guerre de Crimée, ou les deux congrès américains dont le dernier, the Second Continental Congress, a duré 6 ans. Pendant les 6 ans, donc les États-Unis, c'est un pays fondé sur 2 grands congrès. First Continental Congress, Second Continental Congress. Et après, le deuxième congrès, c'est ce congrès-là qui a écrit la déclaration d'indépendance, qui a proclamé l'indépendance, qui a fait la guerre, qui a instauré les premiers gouvernements américains au cours d'un congrès. Et dans l'histoire d'Haïti, j'ai trouvé 10 exemples de congrès. Et dans l'histoire des relations internationales, j'ai trouvé 7 grands congrès et même le congrès de Berlin 1 et de Berlin 2 pour séparer l'Afrique avec les 14 pays européens. L'Afrique a été partagée au cours du congrès de Berlin 2 en 1884, hors la présence des Africains, sans les Africains. Donc, les congrès sont importants. Et je dis dans cette conférence, c'est une grande parenthèse, pourquoi ne pas travailler pour avoir un grand congrès patriotique, sauf que ce congrès doit être convoqué par le pouvoir qui est en place, qu'il soit de facto, qu'il soit légitime, qu'il soit issu d'élections contestées avant, pendant et après ces élections-là. Le gouvernement qui viendra, sous l'occupation ou après l'occupation, il faut que les Haïtiens travaillent dans leur imaginaire collectif, dans leur construit intellectuel à préparer dans la phase d'un réel, un jour, un congrès
patriotique haïtien. J'ai déjà un document de 45 pages qui seront publiés. Le document sera publié très bientôt, mais je veux le publier en créole, français, anglais et espagnol pour expliquer les motifs, l'agenda, la procédure pour arriver à ce congrès patriotique haïtien. Merci encore, messieurs. Professeur Manassé, merci du privilège. Hier soir, j'ai eu environ 3 heures de conférence sur la réforme avec les gens de l'université UNIFOCAT. Et voilà, maintenant, je suis avec la deuxième République. Eh bien, merci, continuez ce travail, mais agissons dans le concret, par la praxis. Constituez un petit réseau d'une 12aine d'hommes. Lorsque ces 12 hommes donneront leur accord, alors demandez à chacun d'eux de vous donner un autre. Vous passerez immédiatement à 25. Vous, 12, et puis ensuite 12 qu'ils donneront, ça vous fait déjà. Il faut imaginer une sorte de leadership circulaire et non vertical ou horizontal. Et alors, ces 25 hommes seront prêts à s'asseoir, soit physiquement, soit d'une manière virtuelle, pour préparer l'agenda pédagogique de ce sur quoi nous avons parlé ce matin, rapatrier Dessalines, réhabiliter la mémoire de Dessalines et introduire Dessalines dans les milieux évangéliques chrétiens, dans les milieux chrétiens évangéliques, particulièrement dans les églises, dans les missions, dans les ONG chrétiennes et dans les cercles sociaux où l'on est plus ou moins tolérant à accepter les discours contraires. Merci et bonne journée pour certains, bon après-midi pour d'autres et bonne soirée pour les autres. Quant à vous, mon frère, ami Robinson, j'attends votre appel et votre message et ce sera un plaisir pour moi de vous revoir et de recommencer avec notre amitié et notre travail avec vous. Et merci pour ce février, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, cela nous fait grand plaisir au niveau de l'Université de la Deuxième République. Alors, j'ai 2 informations à partager avec vous, à tous les participants. Alors, l'objectif de ce genre de rencontre, il y a plusieurs, en fait, au niveau de l'université, on a 2 lundis du mois où on organise ce genre de débat. Alors, l'objectif, justement, c'est de pouvoir travailler, c'est un grand projet au niveau de l'université, travailler sur ce qu'on appelle un synode protestant en Haïti. C'est le premier grand synode qui sera organisé en Haïti. Donc, on l'envisage le octobre 2023. On ne sait pas encore pour le moment, mais c'est là toute une préparation. Donc, on commence à partir de ce genre de discussion, de ce genre de débat. Donc, mais c'est un projet donc qui en fait que l'université donc a initié. On commence déjà donc ce grand synode à travers ces genres de débats, à travers ces genres de discussions. On a osé ce matin donc aborder donc cette fameuse question Dessalines et Jésus-Christ. On a osé quand même, hein? Merci pour ce. Donc février qui nous a introduit dans ce débat. Donc il y a d'autres débats donc, qui auront à organiser donc dans cet espace. Et merci déjà si vous voulez bien. Les vidéos, merci de partager avec nous un compte Gmail et comme ça on peut vous envoyer, vous transmettre les vidéos. Et si vous voulez nous rejoindre dans ce débat, donc chaque lundi, 2 lundis par mois, donc merci de nous écrire via mail, Pensez la théologie. Je vous transmets le mail rapidement, Pensez la théologie @gmail.com. Donc merci de nous partager votre mail et votre téléphone, et comme ça, donc, vous aurez les infos à temps et qui concernent donc nos débats, nos différentes discussions donc, dans cet espace. Merci et à tout le monde. Merci pour ce suivi. Professeur Manassé, j'attends ma vidéo, s'il vous plaît, sur osnerfevry2@gmail.com. Osnerfevry2. Osnerfevry2, le chiffre 2, en un seul mot, osnerfevry2@gmail.com. J'attends ma vidéo, s'il vous plaît. gmail.com. D'accord. Il n'y a aucun problème. D'accord. Merci. N'oubliez pas de mettre Osnerfevry 2. D'accord. Oui, c'est bon. C'est OK. D'accord. Merci. D'accord, merci et bonne journée et bon travail. Bon travail.